Chaque jour, des milliards de cellules se divisent dans notre corps, mais parfois, une seule erreur dans ce processus suffit à tout basculer. Une erreur qui peut donner naissance à une cellule cancéreuse. Donc aujourd'hui, on va voir la cancérogénèse ou l'oncogénèse également, qui est une chose très occupante dans le domaine médical. Donc la cancérogénèse ou oncogénèse, c'est un processus complexe, multi-étapes, par lequel une cellule normale se transforme progressivement en une cellule cancéreuse. Maintenant, le passage d'une cellule normale à une cellule cancéreuse va se faire par plusieurs étapes. D'abord, nous avons la phase d'initiation où la cellule va présenter une modification au niveau de l'ADN. Ensuite, la phase donc de promotion ou prolifération des cellules modifiées. Donc les proliférations des cellules modifiées. Ensuite, la progression, la troisième étape, qui concerne donc l'acquisition des caractéristiques malignes telles que l'invasion et la métastase. La classification des cancers. La classification des cancers s'est établie suivant le type de cellules, de tissus ou l'organe concerné. On distingue ainsi 4 grandes familles de cancers. D'abord, nous avons les carcinomes, sont les plus fréquents, concernent plus de 85% des cas, concernent les tissus épithéliaux, c'est-à-dire les tissus minces formés d'une ou plusieurs couches de cellules conjonctives, comme vous pouvez le voir ici au niveau de cette image. Ensuite, nous avons les sarcomes, qui concernent les tissus conjonctifs de soutien de la structure de l'organisme, qu'ils soient communs ou spécialisés, par exemple osseux, cartilagineux, musculaires, adipeux, vasculaires, etc. Les sarcomes sont très rares, moins de 1%. Ensuite, nous avons les lymphomes. Dans les lymphomes, nous avons lymphomes concernent les tissus hématopoïétiques, moins rouges, des os ou des cellules du sang donc se forment, et le tissu donc lymphoïde se développe à partir des cellules du système immunitaire. Les plus souvent sont au niveau des ganglions lymphatiques. Et enfin, nous avons les leucémies, qui concernent les tissus de la moelle osseuse responsables de la production des globules blancs. La moelle osseuse au niveau des os, là où prennent naissance donc les cellules sanguines. Les différentes étapes de la progression tumorale d'une cellule saine à une tumeur. Donc, ça passe par 3 étapes. L'initiation, la promotion et la progression. L'initiation et la promotion donc sont les 2 premières étapes avant la progression tumorale. L'initiation, c'est la première étape dans ce processus. Donc, nous avons au départ une cellule qui est normale. Maintenant, cette cellule va subir une mutation pour devenir cancéreuse. Maintenant, la cellule qui va muter, ça peut être une cellule somatique ou bien une cellule germinale. La promotion, c'est la deuxième donc étape, correspond à une exposition prolongée, répétée ou continue à une substance qui entretient et stabilise la lésion initiée. Donc, au cours de cette deuxième phase, la cellule acquiert des mutations donc successives. Le nombre de mutations donc va augmenter et ces étapes peuvent être réversibles. Donc, elles peuvent retourner en arrière ces cellules. Il faut environ une dizaine d'années pour qu'une cellule cancéreuse conduise à une tumeur détectable en clinique. La progression tumorale.
Donc, c'est la troisième étape, correspond donc au développement de la tumeur primaire avec l'acquisition des propriétés de multiplication non contrôlée, l'acquisition de l'indépendance, la perte de différenciation et l'invasion locale et métastasique. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc, initiation, une cellule normale présentant une mutation devient une cellule cancer. Le nombre de mutations avec le temps va s'accumuler. On aura plus de mutations. Donc, formation tumeur primaire, la phase de promotion. Ensuite, nous avons la métastase primaire et la métastase secondaire lors de la progression métastasique. La métastase n'est rien d'autre que l'envahissement donc des cellules cancéreuses au niveau de la circulation sanguine. Une métastase, on dit que c'est une tumeur secondaire qui se développe lorsque les cellules cancéreuses se détachent de la tumeur d'origine et se propagent à d'autres parties du corps dans la circulation sanguine ou lymphatique. Ce que vous avez là, donc nous avons là les cellules cancéreuses qui commencent à arriver au niveau de la circulation sanguine. Même que là. Maintenant, les caractéristiques des cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses se caractérisent par donc, une prolifération incontrôlée. Donc, les cellules vont se diviser sans arrêt. Il n'y a pas quelque chose qui les contrôle. La capacité à échapper à la mort cellulaire programmée, c'est-à-dire l'apoptose. Il faut savoir que lors de la division cellulaire, si une cellule présente une mutation, donc les gènes qui sont impliqués dans le processus vont arrêter le cycle cellulaire et cette mutation sera corrigée. Si la mutation n'est pas corrigée, cette cellule est condamnée à mourir par mort cellulaire programmée ou apoptose. 3. Nous avons leur immortalisation, division illimitée. Donc, ces cellules donc, vont échapper à tous ces processus, donc on ne peut pas les éliminer. 4. Leur aptitude à envahir les tissus voisins et à former des métastases. Donc, à partir donc de la circulation sanguine, les cellules sanguines, cancéreuses autant pour moi, vont emprunter la circulation sanguine et seront véhiculées vers les tissus voisins. 5. La capacité de susciter l'angiogenèse. Donc, l'angiogenèse n'est rien d'autre que la formation de vaisseaux sanguins. Ces cellules ayant besoin d'oxygène pour réaliser leur métabolisme, donc, vont induire donc l'angiogenèse, la formation de vaisseaux. Les gènes génétiques donc et cancérogènes. Donc, la cause principale du cancer, on sait déjà, c'est l'altération des gènes. Le plus souvent, il s'agit d'altérations génétiques. Donc, ça concerne les cellules somatiques, c'est-à-dire les cellules du foie, les cellules du pancréas, etc. Seuls 10% des cancers humains sont familiaux, c'est-à-dire associés donc à des altérations constitutionnelles ou bien germinales. Ça concerne là les cellules reproductives, les cellules germinales, ovules, spermatozoïdes. Gènes et cancer. Donc là, nous avons les proto-oncogènes. Donc, le gène capable de devenir un gène oncogène, donc suite à une mutation, à une modification qualitative ou quantitative. Oncoprotéines, donc qui vont donner donc des protéines issues donc un oncogène. Il faut savoir que ces proto-oncogènes sont des gènes à mutation dominante avec gain de fonction. Mutation dominante. Il suffit qu'un allèle soit muté et que la pathologie soit présente. Les phénotypes liés à cette pathologie s'expriment chez l'individu. Comme exemple de gènes de proto-oncogènes, nous pouvons citer les carases, le R2, BRAF, le 2F. Maintenant, nous avons ensuite les anti-oncogènes. Ce sont des gènes suppresseurs de tumeurs qui entraînent donc l'arrêt du cycle cellulaire, en régulant donc le cycle cellulaire,
mais aussi en induisant l'apoptose mort programmée. Comme exemple, nous avons le TP53, également appelé gardien du gène. Il faut savoir, contrairement aux proto-oncogènes, les anti-oncogènes sont des gènes à mutation récessive avec perte de fonction. Donc là, dans une cellule où les deux exemplaires du gène sont touchés par une mutation de perte de fonction, c'est là où on peut avoir les manifestations, donc l'expression des phénotypes liés à cette pathologie. Il faut que les deux allèles soient mutés pour que la maladie puisse apparaître. Comme exemple de anti-oncogènes, nous avons TP53, le NF1, BRCA1, BRCA2, le RB comme rétinoblastome. Les gènes de stabilité. Donc, ce sont des gènes de réparation des anomalies induites lors de la réplication ou de l'exposition aux mutagènes. Les mutagènes, ce sont des agents qui peuvent induire donc les mutations. Autres gènes, nous avons les gènes du métabolisme du carcinogène qui codent des enzymes de détoxification. Par exemple, nous avons deux exemples là, le RB. Donc, le gène RB situé au niveau du chromosome 13, c'est un gène suppresseur de tumeur qui code la protéine RB comme rétinoblastome, donc qui inactive la transcription en se liant aux membres du complexe E2F en freinant le cycle cellulaire. L'autre, c'est le gène TP, là c'est TP53, donc qu'on a déjà parlé, on a déjà abordé, c'est un gène suppresseur de tumeur dont la protéine codée donc peut s'activer en cas de lésion et activer la transcription des gènes de réparation de l'apoptose, de mort programmée via le gène BAX ou les gènes de l'arrêt du cycle cellulaire, la protéine P21. Lorsque la protéine, le gène TP53 est fonctionnel, ce gène a la capacité que lors de la division cellulaire, s'il y a une mutation, donc d'arrêter le cycle cellulaire via donc cette protéine P21 et de corriger la mutation. Maintenant, si la mutation n'est pas corrigée, TP53 a la propriété, la capacité d'induire l'apoptose de cette cellule via le gène BAX. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification.